Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette revue de presse un peu décalée en raison de toutes les vacances, de tous les ponts, de toutes les inondations, de toutes les grèves. Le pays vit la misère et moi, en ce moment, c'est vraiment très difficile de pouvoir travailler correctement. Merci donc à Monsieur François Hollande et à Monsieur Valls, bien entendu, qui a mis le pays dans cet état grâce au 49.3. Avant de vous présenter notre invité que vous connaissez, Pierre-Yves Rougeron, je voudrais remercier donc tous les lecteurs qui sont venus à la signature de Reims, d'Arras, de Royan et de Vannes. J'étais vraiment très touché. Vous allez voir des photos derrière nous. Et justement, j'en profite pour vous annoncer donc les quelques nouvelles signatures. Donc Béziers, qui aura lieu le samedi 25 juin. Cherbourg, donc ça sera le samedi 24 septembre. Ah pardon, j'ai oublié Nancy, bien entendu, le fameux livre sur la place. Donc alors là, ça sera vendredi, samedi et dimanche, le 11 septembre. Et ensuite, Saint-Brieuc le 1er octobre, Le Mans le 29 octobre et Valence au mois de novembre. Vous verrez les dates derrière nous. Donc à nouveau, merci à tous les lecteurs et également merci à toutes les radios qui vont diffuser cette revue de presse internationale. Alors, je rappelle à tous que les informations qu'on vous donne au cours de cette vidéo, vous les trouvez d'abord et avant tout sur la revue de presse écrite, c'est-à-dire www.quotidien.com, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui me disent où est passée la revue de presse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne regardent que la vidéo. C'est intéressant. On a vraiment deux types de spectateurs, ceux qui lisent et ceux qui regardent. Voilà, je vous invite quand même à suivre tous les lundis le quotidien.com. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Je vous ai invité pour cette revue de presse parce que tout ce que vous nous avez annoncé il y a maintenant un an et demi, nos spectateurs sont témoins, c'est avéré, notamment la restriction des libertés. Qui aurait imaginé qu'on en serait déjà à la 3e édition quasiment de l'état d'urgence. L'état d'urgence qui va bien entendu jusqu'à la fin de l'euro. Alors aujourd'hui, nous sommes le 3 juin. La France est dans une situation absolument misérable, il n'y a pas d'autre mot. Les franciliens ne peuvent plus se rendre à leur travail. Les Français qui vivent en province, dans les grandes banlieues, ne peuvent plus prendre les TER, etc., parce qu'ils ne fonctionnent plus. Le pays est bloqué, et la goutte, si j'ose dire, qui fait déborder le vase, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, comme vous le savez, eh bien, c'était des pluies diluviennes, littéralement, qui sont venues rajouter, c'est même plus une couche, là, c'est plusieurs couches, à la misère ambiante. Que se passe-t-il en ce moment, et que va-t-il se passer à la rentrée, Pierre-Yves Rougeron? À un moment ou à un autre, l'absence de souveraineté, ça se voit. Regardez l'état dans lequel est Hollande. Hollande est aujourd'hui l'exécuteur d'une loi dont M. Juncker, Jean-Claude Juncker de son État, luxembourgeois de son État, a reconnu la paternité, qui est la fameuse loi travail, dite loi El Khomri, qui avant tout était déjà par la Commission européenne sur le bureau de Sarkozy. Sarkozy n'avait pas eu le temps de la faire. Hollande s'accroche avec l'énergie du désespoir parce qu'il n'a pas le choix. C'est une commande communautaire. Donc, comme lui, il est là pour... Alors, je résume, donc c'est Bruxelles qui a imposé ça à Hollande pour la et à première Valls fois, en disant, voilà, vous passez cette loi, sinon vous dégagez. Eh bien, pour la première c'est bien ça. Dans les grandes lignes, c'est ça. Dans les grandes lignes, c'est ça. Regardez, l'avantage avec Juncker, c'est qu'il a l'avantage de dire toutes les saloperies qu'il pense. C'est comme Attali, c'est une qualité. Or, il a dit quoi? Il a dit, 1, la loi El Khomri, c'est nous. 2, je cite cette phrase parce qu'elle est monstrueuse. Quand je vois comment les Français réagissent, qu'est-ce que ça aurait été si on vous avait demandé ce qu'on a demandé à la Grèce? D'accord, oui, non, mais voilà, la France et la Grèce. Voilà, la France, en tout cas, va vivre comme tous les autres, ce que la Grèce a vécu. Bon, et ça, la loi El Khomri est un des petits rouages de cela. Donc Hollande, parce que je vous l'avais dit, la seule chose qui définit Hollande, la seule chose dans laquelle il croit, c'est l'Europe. Bon, donc c'est un eurocrate, c'est un Delorien, une créature de Jacques Delors, et il s'accroche avec l'énergie du désespoir à cette loi, de là à foutre la moitié du pays par terre, parce que cette loi n'est, 1, ni faite ni à faire, 2, elle transpire la haine de classe, et si on l'avait pas compris... Voilà, absolument. Et si on l'avait pas compris, Macron, en tout cas, avait au moins mis les points sur les i et les barres au t. Vous avez tous entendu ce qu'a dit Macron. Il paraît que si on peut pas se payer des costards, c'est parce qu'on bosse pas. Mais Macron, tes costards, c'est des Lagonda?
Ça coûte 1200 € pièce. Tu sais que 1200 €, c'est le salaire d'une caissière en un mois? Tu crois qu'elle bosse pas, elle? Tu crois qu'elle reste toute la journée sur un transat à rien foutre? Si tu veux qu'on se paye des costards comme toi, il faudrait aussi qu'on soit payé comme toi. Mais justement, toi tu trouves que les ouvriers, les salariés, ils sont un petit peu trop payés en France. Il y a eu trop de hausse de salaire d'après toi. Par contre, quand c'est ton camarade du Parti Socialiste, le PDG de Capgemini, qui s'augmente de 700 000 € pour arriver à un salaire de 4,8 millions d'euros en 2015, là, tu penses qu'il faut pas de loi pour plafonner le salaire des hauts dirigeants, avec ton nom dessus. Alors, Macron, on va te dire quelque chose. On aimerait bien quand même que tu fermes ta gueule. Parce que sinon on va faire comme chez les syndicalistes de chez Air France, et ton costard, eh ben on va te l'arracher. Et ton mouvement politique ce sera pas En Marche, mais Je cours. Ce qui nous pend au nez, c'est qu'à force de s'accrocher aux dispositifs communautaires comme ils le font, ils finissent par ne même plus se rendre compte que les Français sont symboliquement surchargés, ils ont eu trop d'insultes, ils ont vu trop leur univers être détruit, Verdun récemment, etc. Aujourd'hui, les Français prennent tout acte du pouvoir comme un acte d'agression. Maintenant, Hollande joue avec la paix civile, le problème c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. La Hollande fait une stratégie totalement éculée qui est, bon, je tiens, stratégie du bunker jusqu'à fin juin, et ensuite, les Français partiront en vacances. Il ne se rend pas compte d'une chose, c'est que, les vacances, parce que pour prendre des vacances, il faut en avoir les moyens. Oui, les 50% des Français ne pourront pas partir en vacances. C'est ce qu'on a vu, hein. Il me semble. Hein. Je donne de tête. Et surtout, la plupart des politiques, qui d'ailleurs même l'avouent, comme l'inénarrable Jean-François Copé, entendent légiférer pendant l'été. Alors, si vous voulez prendre les gens à revers, ça sert à rien de leur dire, ils sont pas aussi cons qu'ils ont... Au 15 août, des lois votées au 15 août dans le genre. Oui, oui. Et ça, c'est Copé qui a eu cette grande idée, comme si personne ne l'avait fait avant lui. Et si vous voulez, il ne se rend pas compte que une partie de l'été peut être chaud, une partie de l'été peut être catastrophique sur certains plans de notre politique extérieure. Je pense particulièrement à une crise algérienne qui couve et qui pourrait arriver sur nos plages très vite. Restons en France. Et non mais, l'été peut être vraiment un saut de grenade pour le gouvernement Hollande. Si Hollande pense que s'enterrer jusqu'à début juillet le sauvera... Ah non mais attendez, on a vu pire, on a vu son ex-compagne, laquelle la maire de Paris. Hein, ah oui, oui, celle-là. Oui. On a vu son ex-compagne qui va ouvrir maintenant un grand centre de réfugiés spécial syrien. Voilà. Donc, il ne manquait pas que ça. Voilà, je pense que ça va être même dans le 16e ou dans le Bois-de-Boulogne, enfin bon, peu importe. On a l'impression que c'est des provocations les unes après les autres. Justement. Justement, donc que cherche-t-il vraiment? C'est quoi le truc? C'est voir la résistance des Français jusqu'à combien de temps ils vont... C'est encore pire que ça. Avant de tout casser, c'est quoi le c'est encore bien plus bas de gamme que ça. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, Hollande, avant tout, est premier secrétaire du Parti Socialiste. Et il le reste. C'est-à-dire, que fait-il? Il surprovoque les Français pour être sûr d'avoir un Front National le plus haut possible au premier tour, car plus le Front National sera au premier tour, le Front National a quasiment arrêté de pomper à gauche. Maintenant, oui, puis en plus, le FN est détruit de l'intérieur. C'est ce qu'on voit. Avec Ménard, on a vu Ménard vouloir lancer son propre parti. Vouloir, d'ailleurs, c'est intéressant. On l'avait souvent accusé, j'ai vu ça maintes fois, depuis longtemps d'ailleurs, depuis à l'époque où il était président de Reporters sans frontières, qui travaillait surtout pour les Américains, et sponsorisé par des fonds américains. Et là, d'un seul coup, Monsieur Ménard arrive, je suis pour l'euro, je veux pas être contre, je ne peux pas être accompagné Marine là-dedans, je suis pour l'euro, il faut qu'on reste dans l'euro. C'est notre protection. J'ai vu ça, mais j'ai halluciné. Mais qu'est-ce qui lui a pris à Ménard? Alors, donc on voit d'un côté le FN détruit de l'intérieur, de l'autre côté le EPS, comme vous le dites si bien, qui cherche la provocation absolue pour faire monter le FN au premier tour. À tout prix, parce que plus... C'est extraordinaire. Hollande pense. Le problème, c'est qu'à sa place, même ce calcul-là, je le ferai plus dans l'état où il est. Hollande pense que son seul moyen de faire un deuxième mandat, parce qu'il y pense, parce que ça l'obsède, c'est un duel avec Marine Le Pen. À sa place, je me méfierais. Marine Le Pen est donnée perdante dans tous les cas de duel, sauf avec lui. Qu'il ne l'oublie pas. Là, les sondages ne sont pas du tout unanimes. Alors, résumons, vous êtes en général toujours très bien informé. Du côté du Parti Socialiste, qui va être candidat? Parce qu'on voit, on a vu quelque chose d'extraordinaire. On a vu Monsieur Macron d'abord faire une grande sortie le jour de la Jeanne d'Arc. Donc, sous-entendu
inconsciemment français, je suis l'homme de la situation, je suis envoyé par Dieu. Extraordinaire, non? Et ensuite, s'adresser à un manant. Faire mieux que ce que M. Sarkozy n'arrivait pas à faire. Lui, il arrivait, vous le faites. Mais ça, c'est vos slogans, je les connais. C'est pas des slogans. Quand on se parle, on ne fait pas des slogans. Actuellement, ce qui est mis en place, c'est uniquement des lois qui vont dans l'intérêt des patrons. Et le dialogue s'envenime. Mais moi, je n'ai pas de sans recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Voilà. Vous êtes en train de faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Ouais, si tu veux te payer un costard comme le mien, t'as qu'à bosser, espèce de chômeur, espèce de gueux, espèce de misérable. La prochaine étape, c'est garde disposé. C'était disposé. J'étais aux oubliettes du château de Vincennes. Alex, non mais c'était une scène extraordinaire. Ah non mais attendez, mais moi c'était mieux que la Rolex. Si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Alors là, franchement, là, on peut pas arriver mieux. On voit le banquier Rothschild, quoi. C'est plus fort qu'eux. Mais d'un certain côté, l'opération Macron, c'est quoi? C'est une conquête du centre droit. Macron n'ira pas. Pas maintenant. Il sait que, je vous l'avais annoncé, ce grand gouvernement central. Absolument. Or, Macron sait qu'à la place du prince de ce grand gouvernement, il n'y aura qu'une seule place, et qu'elle peut être pour lui. Il marchera sur la dépouille d'Hollande plus tard. Là, il n'est pas assez fou pour y aller. Le PS sortira laminé de cette élection. Le PS sortira laminé, même réélu. Dans quelles conditions seront-ils réélus? Macron n'est pas stupide. Il sait que l'alliance UMPS se fera. Elle est déjà largement faite, et si c'est Juppé d'un côté, Hollande de l'autre, elle est faite de facto, et que pour une fois que les deux dinosaures, enfin que le pachyderme et le dinosaure seront suffisamment affaiblis, il sait qu'il leur marchera dessus. D'où au passage, le fait qu'il puisse casser les codes et que personne ne lui dise rien. Oui. Il parle de Jeanne d'Arc, théoriquement là on devrait avoir Télérama, on devrait avoir toute la presse de gauche à hurler, mais pire que ça, il salue dans le couloir de certaines assemblées, par exemple du Parlement européen, il salue des gens qui sont des gens de droite, voire de droite populiste, mais on a vu devant les journalistes. Il me semble que c'est le maire de Lyon qui est venu, qui a dit qu'il le soutiendrait pour sa présidentielle. D'ailleurs, je rappelle à tous nos spectateurs que c'est un cadre de la Goldman Sachs à Londres qui a organisé un grand dîner, un raout, qui a été rapporté d'ailleurs par la presse, il me semble que c'est le JDD, qui a rameuté des banquiers de la City, donc à Londres, hein, pour apporter des fonds à Monsieur Macron. C'est le banquier qui fait la manche, c'est génial. Donc c'est le candidat de Goldman Sachs en plus, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est signé, c'est grandiose. Mais on peut pas l'inventer celle-là. Mais surtout, l'avantage, c'est que comme lui, il vient pas du tout il vient pas du tout, mais alors pas du tout du socialisme, Macron, et il est totalement décomplexé. La seule chose, c'est que dans les détails, parfois, il se perd. Le coup du costard, là, c'est le vrai visage de l'homme qui sort. Absolument. Mais il y en a un autre. Quand il a lancé son mouvement En Marche, certaines personnes l'ont vu. L'adresse a fait tiquer. Parce que c'est l'adresse du principal think tank patronal français, l'Institut Montaigne. Donc c'est comme si, viens chez moi, j'habite chez le MEDEF. Hollande a besoin de lui pour le centre droit, et c'est pour ça aussi. Non, il a besoin de lui surtout pour rassurer les banquiers, nuance. Et pour que les bons du trésor, pour que les taux du bon du trésor n'augmentent pas. Également, mais je peux vous dire une chose, si il se retrouvait face à la présidente du Front National, là pour le coup, c'est tout l'état-major de la BCE qui se mettrait à rassurer les banquiers pour lui. Donc, et là, pour le coup, il fait un calcul vraiment de premier secrétaire du Parti Socialiste. Et de l'autre côté, vous avez remarqué que depuis quelques jours, maintenant, on essaye de piéger M. Mélenchon. Pourquoi? Parce que dans ce joli calcul, il ne faut pas que le PS soit trop bas. Donc il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un de fort à sa gauche. Donc ils ont essayé, absolument, mais ils ont également essayé de piéger... c'est pas Macron, puisque d'un seul coup, on découvre que sa déclaration ESF n'était pas du tout, que ses maisons étaient sous-évaluées. J'aime beaucoup ces ministres des Finances. Ah, tout à coup, tiens, j'ai oublié de... En fait, j'ai un manoir qui vaut 4 millions, mais en fait... Allergie administrative, phobie administrative. J'ai mis 200 000 euros. Donc, le Bercy récupère... donc, il a fait un redressement. Non, mais attends, on croit rêver, là. Là, pour le coup, plus vous détruisez l'État, dans l'État, il y a aussi des fonctionnaires, et parfois les fonctionnaires peuvent se venger.
parce que c'est l'avantage du statut de la fonction publique, c'est que les pressions politiques ont toute une limite. Or là, à force de taper sur l'État comme Macron entend le faire, eh bien, parfois l'État renvoie retour à l'envoyeur, y compris au sein même de son propre ministère. Pardonnez-moi, mais je repense au truc parce qu'avant de devenir ministre, il avait gagné, je crois qu'il avait une prime de 2 millions d'euros. Oui, un truc dans ce goût-là. Dans ce goût-là pour une opération, je ne sais plus quelle opération qu'il avait faite, on ne retrouve pas. Mais j'aime beaucoup le type qui a un chèque de 2 millions d'euros en prime qui dit Manon, t'es qu'à bosser, tu vas te payer une chemise. Ou un costume, non mais c'est extraordinaire. Le pauvre mec qui est au SMIC et l'autre qui a 2 millions d'euros en prime. C'est juste la prime, hein. Voilà. T'as qu'à bosser, connard, achète-toi une chemise, un pantalon, va chez Brice. Non mais attends, mais c'était surréaliste. On ne pouvait même pas imaginer ça dans un roman, une scène pareille. La seule chose, c'est que pour le coup, c'est là où on voit qu'ils sont hors sol et déculturés. Il y a des peuples, je pense aux Allemands, je pense même aux Américains, vous pouvez leur parler comme ça. Les Français qui ont un sentiment égalitaire fort, là vous jouez avec la paix civile. La colère monte. Je pense que d'un certain côté, Hollande le cherche, mais à force de chercher la pression, une fois que la pression est là, elle partira plus. Ou alors elle explosera. Mais c'est pas une stratégie justement parce que il y a d'un côté Macron et ensuite Valls qui veut également être candidat. Et vous avez vu ce qu'a dit Madame Pécresse, Valérie Pécresse. Monsieur Valls est tellement obsédé par la candidature de Monsieur Macron qu'il en oublie l'essentiel. Et alors c'est l'une des informations, je voulais la traiter plus tard, mais Monsieur Valls va en Israël et fait chose qui est impensable pour un Premier ministre et pour un ministre. Ça a toujours été respecté, même Ségolène Royal le respectait. Un ministre ne commande pas la politique intérieure de la France à partir d'un pays étranger. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vieux comme la Ve République, on va dire ça comme ça. Et là, on a Monsieur Valls qui nous fait un direct sur 2 télévisions israéliennes. BFM TV, parce que c'est une télévision israélienne. Monsieur Drahi, son propriétaire, est israélien. Il a renoncé à sa citoyenneté française, au cas où vous ne le saurez pas. Voilà. Israël 24, je sais pas quoi. Israël 24, voilà, qui est un détecteur de mensonges pour ses propres journalistes. Hein. Donc, il devrait installer, je le rappelle, il devrait l'installer aussi à BFM TV. Ah mais et d'ailleurs, avec le gag du gag, c'est que qui commande cette affaire-là? Donc Monsieur Paul Amar, qui est le patron. Oui, Monsieur Paul Amar, absolument. Et Monsieur Barbier de l'Express, propriété de Patrick Drahi, et Monsieur Laurent Geoffrin de Libération, propriété de Monsieur Drahi. L'avantage, c'est on n'est jamais mieux servi qu'en famille. Voilà, en fait, c'est la presse israélienne, on va dire ça comme ça, qui commente l'intégralité de la politique intérieure française au nom du Premier ministre, enfin, pour couvrir le déplacement du Premier ministre. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'a dit Valls? Pourquoi est-il si terrorisé par Macron, selon Pécresse? Pour une raison qui est assez simple, c'est que Valls a bien compris. Valls voulait incarner la gauche sécuritaire. Et d'ailleurs, sur les dossiers de la sécurité intérieure, il est plus à droite que M. Juppé, il n'a pas de mal, vu que M. Juppé, lui, il est plutôt chiracien mou, donc et mou dans tous les sens du terme. Donc il n'a pas de problème. Lui pouvait aussi empiéter sur le centre droit. Et le problème de Valls, ça se voit. Il menace de quitter son poste face à ses collègues à plusieurs reprises, parce qu'il s'y voyait déjà. Valls? Bah oui. Donc vous pensez qu'il va quitter le gouvernement, là? Il est, à mon avis, il dit être à bout. Le problème, c'est que s'il part, il ne pourra pas jouer l'outsider non plus. D'accord. Parce que tout le PS sait que si Hollande n'est pas réélu, le droit d'inventaire sera terrible. Le PS peut être laminé, le PS peut disparaître, peut être une sorte de canard sans tête qui continue d'élection perdue en élection perdue pendant des années. Mais là, pour le coup, la chute finale. Oui, comme en Espagne, exactement. La chute finale n'est pas loin. Pardonnez-moi, mais juste dans cette logique-là, Mélenchon a déclaré à plusieurs reprises que Valls, dans 2 mois, ne sera plus à son poste. Alors, je me méfie de demain à l'aube. De demain à 6h, il se passera ça. C'est Mélenchon. Hein. Je me méfie. Par contre, j'ai confiance dans l'extraordinaire flair politique de Jean-Luc Mélenchon, parce que pendant 30 ans, il n'est pas trop mauvais. Ouais. Il n'est pas mauvais. Hein, faut pas déconner. Or, Valls ne peut plus se dresser contre Hollande parce qu'Hollande lui a mis Macron dans les pattes. Aujourd'hui, Valls va partir avec quelle troupe? Va faire quoi? Donc Valls, il va rentrer dans le rang, bien gentiment. Aujourd'hui, sa potentielle candidature qui a inquiété Hollande à certains moments. Oui.
Pourquoi? Parce que le centre droit aime bien Valls. Il est du Menton, Ouais. il fait Matamor, il a des Il y a résultats un côté très zéro. Mussolini. Oui, hein. il a un côté. Non mais il a un côté. Vous voyez, moi je la tiens la schlag. Ouais, il a un côté très Mussolini. Voilà, c'est. tout C'est ça, c'est comme à ça, Marseille, comme le ministre de l'Intérieur. Je condamne, Voilà. je condamne 1, je condamne 2, Voilà. je condamne 3, je condamne 50. Voilà. Au bout du 50e meurtre, je condamne toujours. Non, mais, en réalité, Valls Pathétique. court après Sarko. Ouais. Il fait du Sarkozy bis. Le problème, c'est qu'on nous a déjà fait le coup. C'est ça. Mais Absolument, vous avez raison, il fait du Sarkozy. C'est mais tout à fait ça. c'est son, ça, ça a absolument. toujours été son C'est modèle. une copie conforme C'est de son ça. modèle. Mais j'ai cru que c'était Clémenceau, moi. Le Clem n'a pas mérité ça. La seule chose, c'est que l'intelligence d'Hollande, c'est de dire bon, parce qu'Hollande ne va pas essayer de faire une surenchère sécuritaire. Quand Hollande vous dit français, rassurez-vous, je suis chef de guerre, ça vous inquiète, ça inquiéterait n'importe qui. Bon, Hollande incarner la virilité politique, c'est même pas du gag. Aucun humoriste ne tenterait ça. C'est de la science-fiction. Donc, il faut évincer Valls d'une manière ou d'une autre, et l'avantage c'est Macron. Parce que là, au jeu de je drague le centre droit, je drague les centristes qui peuvent pas entendre parler de nation, de France, alors qu'il y a une partie de l'UMP qui commence à, de l'ancienne UMP ou républicain, appelez-les comme vous voulez, mais il y a une partie qui commence à dire oui, mais faut parler de la France, sinon Le Pen, quoi, sinon on va avoir un front. C'est ça. Et eux, ça les fait tellement, ça les débecte tellement, l'entourage de M. Bayrou, l'entourage de M. Borloo, l'entourage de tous ces gens-là, que ils regardent Macron comme ils regardaient Valls, avec les yeux de l'amour. Et là, maintenant qu'ils sont à deux sur un gâteau beaucoup trop petit, Hollande est sûr qu'il a personne dans les pattes. Alors, Valls est débranché. alors j'ai une question pour vous. D'accord. Valls est débranché. Macron va être voilà. Moi, j'ai pour habitude de dire que François Hollande ne finira pas son mandat. Quelle est votre opinion là-dessus? Au vu de la situation actuelle. Au vu de la situation, moi, si vous voulez, j'ai toujours pensé que malheureusement, les institutions, quand elles sont pliées par des hommes mauvais, vont au terme de ce qu'elles peuvent légalement. Oui. La seule chose, c'est que Hollande, revenons sur deux points extraordinairement graves. Et c'est là où on voit que Hollande est seul. Les journaux le disent. Ces petits conseillers animateurs de Canal+, sont tous barrés. Ils sont tous Il est recasés tout à seul. genre 25 000 euros par mois ou 50 000 ou 40 000, je sais plus. Il est tout seul. Et ça se voit. Verdun, c'est une catastrophe sans nom. À Verdun, j'irai cracher sur l'illustration du livre. de J'irai Boris cracher Vian. sur vos J'irai tombes. cracher sur vos C'est tombes. extraordinaire. Non mais extraordinaire. Et Pardon. là, non mais Excusez-moi. attendez, c'est allé très loin parce que le fameux rappeur qui devait venir, pourquoi n'est-il pas venu? Parce que les associations d'anciens combattants ont dit il vient, on vient pas. C'est ça. Et là, si vous voulez, quand on en est là, ça veut dire que des parts entières de l'État ont déjà été détruites. Or, Hollande ne se rend pas compte que maintenant, avec ça, avec Macron qui, s'il était tombé sur un cégétiste moins bien luné, Ouais. se serait pris un coup de boule. Ouais. Et là, Oui. le problème, c'est que... Oui, c'est étonnant qu'il se soit pas pris un coup de boule par le mec d'ailleurs. Ah bah, le... non, Tiens, non, mais- prends ta chemise. Non, le... Ton costard. Comme disait Jean Gabin au collant des baffes, tiens, ça c'est pour les couchettes. Mais non mais c'est vrai. Deux baffes dans la gueule. Macron. Non mais le problème c'est que à ce moment-là, service de protection aux personnalités, coups qui s'échangent et potentiellement accidents. Vu que ce sont quand même des hommes lourdement armés, c'est normal qui encadrent les ministres. Je suis pas certain qu'ils donnent leur vie pour un crétin pareil, mais bon, c'est une autre histoire. Oui, mais si vous voulez, à ce moment-là, on perd le contrôle. Oui, c'est ça. Et à ce dérapage-là, nul ne sait dans quel décor on finira. Donc, la grande peur, et ça Hollande ne le voit même pas, c'est là où on voit qu'il est, c'est vraiment l'européiste, c'est-à-dire, mais il n'y a pas de souveraineté ici, donc tout ça c'est du jeu. Pourquoi tout le monde Ça me tête de déteste? marionnette, ouais. Voilà, pourquoi tout le monde me déteste? Il n'y a pas de souveraineté, moi je peux rien. Je tire déjà un peu au-dessus de mes moyens, c'est pour ça que j'ai voulu être élu, pour pouvoir enfin dragouiller, mais je pèse rien, je ne fais rien, je ne suis rien. Donc pourquoi me mettez-vous une responsabilité? Pourquoi je dois voir mon effigie brûler en place publique? J'ai rien fait, de toute façon je peux rien faire. Donc, Oui, non, mais attendez, il le dit pas. Hein. Justement, Non, mais- ils agissent tous en disant qu'ils ont le pouvoir. Hein. Ouais, mais en fait, non, mais le problème c'est qu'ils le savent eux-mêmes. La seule Bien chose sûr c'est qu'ils qu'il le ne faut jamais que, par exemple, la source de la loi El Khomri soit nommée directement, quand bien même elle se nomme elle-même. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire que c'est la faute à Juncker, même quand Juncker reconnaît que c'est sa faute et qu'il en est très content. Hollande ne voit pas que pour les gens ont voté pour lui, donc, ou contre lui, ou contre Sarkozy, peu importe les conditions dans lesquelles il est élu,
les gens prennent les institutions de la Ve République pour ce qu'elles sont. Il est père de la nation, il est en train de lui cracher à la gueule, il doit payer. Or, il ne comprend pas que là, il joue avec la paix civile. L'affaire de Verdun, et maintenant, c'est le fait de faire pourrir le pays, à la fois en laissant les flics se faire fracasser d'un côté, Ouais, absolument. en les envoyant, par exemple, la charge de Rennes, où il n'y avait absolument aucun sens là-dedans, c'est-à-dire on tient la bride des flics quand il le faut. Par exemple, porte de Versailles, il ne se déploie pas alors que les casseurs sont là. À Rennes, on les envoie contre qui ? Contre des civils. Ça pourrit les rapports entre la police et sa population. Donc là, déjà, le pouvoir est content parce qu'il se méfiait de l'aura que la police avait pris après les attentats. Donc là, maintenant, c'est dégueulassé, le pouvoir est rassuré, parce que le pouvoir ferait n'importe quoi pour faire baisser dans l'esprit des Français L'armée et la police, qui sont les deux institutions les plus respectées. Il faut systématiquement voilà, il faut abaisser. Parce que le pouvoir se fait des peurs de putsch qui n'auront jamais lieu. Enfin, c'est pas pour rien que c'est géré par un mec dont le surnom est Casse-Vide, qui est Bernard Cazeneuve. Non mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Non mais c'est comme ça qu'on l'appelle Place Beauvau. Ouais. Or, si vous voulez, là, Hollande ne se rend pas compte, c'est que s'il continue à déchaîner la violence, là pour le coup, il ne sera plus premier secrétaire du Parti Socialiste. Là, ça peut lui revenir dans la gueule, et là pour le coup, son mandat peut très mal se finir. Mais attendez, la CGT a dit qu'elle irait jusqu'au bout. On le voit là. Là, on est à quasiment une semaine de grève déjà. C'est la misère totale pour quasiment la moitié des Français qui travaillent. La CGT veut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, la CGT fait partie de la Confédération européenne des syndicats qui est appointée par la Commission. Donc, la CGT ne veut pas le retrait du texte. Elle veut comment dire, elle veut un petit arrangement entre amis pour une partie de ses cadres. C'est-à-dire qu'ils soient placés voilà, comme l'ont été Madame Betard. Voilà, et puis d'un certain côté, on prendra 2 ou 3 dispositions de la loi qu'on retardera, qu'on réécrira, et ensuite. Donc vous dites que là, en fait, c'est du théâtre. C'est du théâtre de la part, mais de la base, elle. Ah non, mais la base, elle y croit. Le problème, c'est que la base, dans les grands syndicats qui font partie de la Confédération européenne des syndicats, c'est des cocus. Donc, parce que non mais bonne nouvelle à tous les spectateurs qui sont à la CGT. Non mais toutes mes condoléances. Et moi, je suis un partisan des syndicats forts. Moi, je suis pas du tout le mec de droite qui déteste les syndicats. Moi, je trouve que ce sont des cons. Nous avons besoin des syndicats et nous avons besoin du dialogue social plus que jamais pour éviter l'implosion de notre pays. Mais par contre, si nous étions réellement dans quelque chose de sérieux, eh bien, comme la base le demande, la CGT irait bloquer la ville de Bruxelles. Parce que c'est là où il faut bloquer. Vous pouvez faire le siège de l'Assemblée nationale. Oui, à quoi ça vous sert ? Ah rien, on est d'accord. Sauf à entrer là dans une période révolutionnaire et de violence. Allez là où est le vrai pouvoir. Et la CES a des experts qui savent exactement ce dont je suis en train de parler. Donc s'ils continuent cette mascarade, c'est que ce n'est que du théâtre. Pour l'instant en tout cas. Et pour la base, non. Pour les Français qui souffrent, non. Mais d'un certain côté, ça sert également Hollande, parce que comme ça, Hollande dit « je ne cède pas à la syndicratie oui. », que tout est déjà organisé. Et là, le fameux centre-droit qu'il vise tant, dont je vous parlais, et qui ne rêve que de haine de classe, et pour qui un cégétiste serait rien de plus qu'un prolo qui pue la sueur, se dire « ah, il est vachement bien quand même. Ah, il en a foutu dans la gueule des locaux ouvriers. » Alors, justement, pas de costard. Alors, justement, hier, il s'est passé des choses absolument extraordinaires aux États-Unis. Il y a eu des affrontements violents entre les pro-Trump, on va dire, parce que Trump donnait une grande conférence, rassemblement électoral en Californie, et là, tout un tas d'opposants, financés d'ailleurs par George Soros, qui s'en cachent même pas, c'est tout à fait étonnant, sont venus perturber et sont venus tabasser littéralement les supporters de M. Trump. Chaos last night outside a Donald Trump rally in California. Hundreds of protesters took to the streets, some waving Mexican flags, bringing traffic to a standstill. This car was trapped by protesters. That's not cool, guys. Finally, the driver makes a getaway. Police showed up on horseback and in riot gear. Et on a l'impression qu'on est parti pour une guerre civile des deux côtés. C'est-à-dire que ce qu'on voit en France, ce qu'on voit en Belgique, on le voit également aujourd'hui aux États-Unis. C'est comme si c'était un mouvement global planétaire qui est en train d'éclore littéralement devant les médias qui sont totalement médusés
que le peuple, que les gueux, eux, osent aller voter pour des gens comme Trump, hein, ou à la limite même pour Mélenchon aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, en France par exemple, qui voteraient pour Mélenchon en dépit de tout, quoi. Oui, ou pour Marine Le Pen. Or, oui, ou pour Marine Le Pen, bien sûr. Or, aujourd'hui, il y a eu ce que Christopher Larche appelait brillamment la révolte des élites. C'est-à-dire que depuis les années 70, des gens qui s'imaginent être des gens très bien, pour reprendre un terme qui à la base portait sur les collabos pendant la dernière guerre, des gens très bien vont dire au peuple, nous allons te normer. Voilà, le futur ce sera ça et pas autre chose. Nous voulons ton bien, donc tu la fermes. C'est très stalinien comme système. Hein. La plupart ont fait leur classe à l'extrême gauche, ça aide. Ouais, c'est ça. Or, ça aide. N'oubliez jamais que l'idéologue du MEDEF actuel, celui qui pense à la place de M. Gattaz, M. Kessler, était Mao pendant toute sa vie. On n'est pas surpris. Donc, si vous voulez, et de cette révolte des élites, aujourd'hui, les populations qui touchent l'ensemble de l'Occident, oui. Il y a des peuples qui ont plié, il y a des peuples qui ont été totalement flingués. Je pense à des peuples d'Europe du Nord. Je pense aux Allemands quand vous voyez comment ils ont réagi au viol de Cologne. C'est-à-dire, il y a des peuples qui ont été fracassés. Fini. C'est-à-dire, eux, ils ont accepté le diktat. Et puis, il y a des peuples qui disent non. Les Français, les Anglais peut-être bientôt, parce que le Brexit arrive quoi qu'on en pense, et les Américains, c'est-à-dire le peuple dont on en attendait le moins, vu comment ils ont été bousillés, économiquement flingués, décérébrés, abrutis, eh bien, à la fin, cette Amérique-là, elle dit juste « I want my country back ». C'est ça, hein, je veux le retour de mon pays. Alors justement, une information majeure, parce qu'elle va dans le sens de tout ce que vous dites là. Alors, de notre lecteur Charles, avec mon relevé de compte de la Banque Postale du mois de mai, j'ai trouvé ce papier qui nous officialise en quelque sorte le risque de faillite de la banque, en prévenant les clients qu'au-dessus de 100 000 € de dépôt, rien ne sera remboursé. On y est. Tout ce que j'avais dit ici depuis 2008, 2009, et surtout lors de mon reportage à Chypre, hein, j'avais dit que la France sera chypriotisée, je vais y arriver, eh bien, nous y voilà. Hein, les Français vont être chypriotisés. D'ailleurs, le texte légal est sur vos relevés. Hein, j'invite tous les spectateurs à regarder bien vos relevés. Hein, ne jetez pas vos relevés bancaires. Regardez là ce qui est marqué en Arial 2. Comment vous allez vous faire arnaquer. Bref, notre lecteur Charles dit « Vous avez raison. Je suis curieux de savoir si tous les clients de toutes les banques ont reçu le même avertissement. » Réponse « Oui. » Caisse d'épargne et bien d'autres banques. Maintenant, c'est en fait c'est depuis le mois de mai que ça a commencé à tomber. Ou c'est seulement la Banque Postale qui est menacée du pire. Maintenant, lorsque la faillite arrivera et que les Français montreront leur colère, les banques pourront nous dire « Oui, mais on vous avait prévenu ». Donc vous allez voir derrière nous l'illustration de ce qui est envoyé en ce moment à tous les clients de la Banque Postale et à tous les lecteurs. Et alors, je dis, bah oui, cher lecteur, le système chypriote arrive... Enfin, quand je dis chypriote, c'est faux. C'est pas les chypriotes qui ont inventé ça. C'est la Troïka, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est la BCE et la Commission. C'est Bruxelles, bien entendu, et surtout le FMI. Hein. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier les Américains du FMI. On ne cracherait pas sur la maison, mais... vous l'avez remarqué, pendant la grève, voilà, en plus ça arrive pendant la grève contre le travail. Donc, ce qui a évité aux réseaux sociaux de se focaliser sur cette limite à 100 000 €. Alors, petite précision de taille, c'est une petite précision mais elle est importante. Alors, même si vous avez plusieurs comptes bancaires, d'après ce que j'ai compris, c'est 100 000 €. C'est-à-dire si vous avez 80 000 € ou 50 000 dans l'une, 50 000 dans l'autre et 50 000 dans une troisième, c'est 100 000 pour les trois. Indice niqué. Voilà. Comment le gouvernement français vous a littéralement bip. Là vraiment, je suis absolument effondré de voir que des députés, que Bercy, que tous les fonctionnaires, les énarques, etc., ont voté. Et je rappelle que cela découle du fait que les députés sarkozystes, je précise, là c'est Nicolas Sarkozy, et toute sa clique de députés corrompus, et votaient cette loi qui donnait le contrôle de nos banques à Bruxelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BNP, la Société Générale, la BNP, elle peut dire au ministre des Finances ou au président de la République, nous, on ne vous obéit pas, c'est Bruxelles qui nous donne des ordres, on vous emmerde.
Hein, grosso modo, c'est ça. Et on fait la politique qu'on veut. Et voilà. Et donc, demain, la Banque Postale peut se mettre en faillite. La Société Générale, hein, parce qu'il y a trois banques extraordinairement bancales, on va y venir. Vous avez la Banque Postale. Si vous êtes à la Banque Postale, barrez-vous. Partez. Sur la revue de presse, vous avez plein d'exemples de clients, comment ils se font entuber. Vous avez la Société Générale. La Société Générale a baissé les niveaux d'achat en carte bancaire, en carte bleue, quasiment de tous ses clients, sans les avertir. Sans les avertir. Il y a vraiment, c'est vraiment extraordinaire de voir des gens qui se retrouvent à l'étranger, qui veulent payer, qui ne peuvent pas payer, parce que tout d'un coup, la Société Générale s'est déconnectée du réseau Visa pour gagner de l'argent. Et vous avez donc le Crédit Agricole, bien entendu, qui est dans une situation un peu semblable. Le Crédit Agricole, c'est notre Deutsche Bank à nous. Prévenez vos proches, c'est le moment si vous avez vraiment plus de 100 000 euros, machin, achetez-vous un studio, achetez des pièces d'or, des pièces d'argent, une voiture de collection, j'en sais rien, n'importe quoi. Ne laissez pas cet argent en banque. Ils vont vous le prendre à un moment donné ou un autre. C'est obligatoire. Tout système qui fonctionne avec de la monnaie de singe, de la planche à billets, finit par exploser. Le taux d'échec est de 100%. L'histoire nous l'a prouvé depuis plus d'un siècle. Et je pense également surtout aux assurances-vie, hein, parce que ça sera la même chose. À la lueur de cette information quand même extraordinairement stratégique, préoccupante, hein, parce que ça veut dire, on a toujours dit, hein, là-dessus vous êtes témoin, moi j'ai toujours dit, la France sera la Grèce. Hein. Vous l'avez dit à votre façon, avec votre analyse politique, mais on se rejoint totalement là-dessus. Vos commentaires sur tout ce qui dépasse les 100 000. Ensuite, je voudrais que ceux qui ont moins de 100 000 et qui se disent ouf, pour une fois, c'est pas pour nous, se méfient. Parce que le texte communautaire dit quoi? Dit 100 000, sauf si la commission décide autrement. D'accord. C'est-à-dire que donc le lundi matin, on peut prendre à 100, le mardi, on pourra prendre à 50, et quelques temps plus tard, bon, parce que là, pour le coup, la commission, qui est un monstre extraordinairement lent, se fera, à mon avis, beaucoup plus rapide, parce que là, c'est la survie quand même de l'euro et de l'oligarchie qui est en jeu, il y a quand même quelque chose, et ça peut arriver très vite à 10 000 euros en banque. Ils ne prendront pas beaucoup plus au-dessous pour une raison, c'est que ça coûterait plus cher à prendre que ce que ça rapporterait. Mais ils peuvent passer de 100 000 à 50 000, de 50 000 à 20 000 et de 20 000 à 10 000. Donc que tout le monde se méfie. Que tout le monde se méfie, mais surtout les personnes, tous ceux qui ont des grands-parents, etc., parce que toute cette génération-là, elle est persuadée que on est encore sous De Gaulle, on va dire ça comme ça, qu'on est sous le standard or, il y a une stabilité bancaire, et ils ont une espèce de confiance aveugle, ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils peuvent être littéralement, parce qu'en général les personnes âgées, elles ont quand même... elles ont du patrimoine, et elles ont confiance dans les institutions. Voilà. Donc les parfaits pigeons. Les parfaits pigeons. Ah tiens, alors justement, à propos de pigeons, excellent enchaînement, merci Pierre-Yves. La Barclays Bank. Hello Barclays Bank. France, je précise. Hein, mais enfin bon, c'est valable pour les autres. Hein. La banque anglo-saxonne, Barclays Bank, qui a 74 agences en France, a décidé de s'accaparer les liquidités d'un homme de 96 ans. Techniquement, bon, on peut dire qu'il a l'article de l'autre monde, hein, de l'autre dimension, voilà, avec les anges. N'oubliez pas, c'est une grande spécialité des banquiers voleurs, vendre leurs produits de bip 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 aux personnes âgées qui leur font confiance. Le contrat, à savoir convertir, écoutez bien, c'est du Blight Masters là, dans Arial 2, ligne très fine, etc. Convertir toute son épargne en contrat d'assurance vie, bien sûr. Spirimo, c'est un côté Spirou, hein, je vois. Vous avez le PDF. Alors, c'est un contrat présenté par la banque comme, je vous le donne dans le mille, haut de gamme. C'est-à-dire haut de gamme au niveau du vol, de l'escroquerie, quoi. C'est vraiment... Je n'invente rien, hein, ça s'appelle comme ça. A été validé par toute la chaîne hiérarchique. Alors, vous allez voir les captures écran d'un rapport interne de la Barclays Bank, où un des cadres se plaignait justement du fait qu'un contrat comme ça ait pu être accepté et que ça n'a déclenché aucune alerte, etc., et que ça a coûté 60 000 euros, je crois, en avocat, juste en frais d'avocat pour la banque. Faire signer, bref, je reviens à mon sujet, faire signer les vieilles personnes sans la présence de leurs enfants, c'est en effet plus facile. Un lecteur m'a rapporté comment sa maman s'est retrouvée, alors c'est une autre banque, hein, c'était pas la Barclays, avec un contrat d'assurance sans jamais avoir rien signé, c'est-à-dire que la banque m'a jamais appelé. Ils l'ont collé d'office
un truc pour lui braquer, parce elle avait 150 000 euros sur son compte courant. Bon, déjà, il faut un peu de ça, mais les personnes âgées, c'est comme ça. Et donc, ils ont tout mis d'office, en contrat d'assurance vie. Alors, la Barclays Bank a profité des vacances et des ponts pour commencer à vendre en toute discrétion la totalité de ses agences en France. Bah oui, ça fait un peu désordre. Un fonds privé inconnu, Anacap, Anacapture, on capture l'argent des gens. Financial Partners, donc voilà, vous avez un papier dans la GFI qui devra alors reconstruire l'image de la banque pourrie, si toutefois elle en a encore une. Alors je rappelle, on parle de la Barclays Bank. Voilà. Alors découvrez aussi la lettre ouverte de son directeur Risque France, le directeur de Barclays, Monsieur Philippe Hébert, donc qui a été nommé en 2008 et qui a expliqué tous les manquements de la direction de la Barclays, en particulier le trafic de l'agence des Champs-Élysées à Paris, qui ferme les yeux sur tous les gros retraits de richissimes africains, de chefs d'État, de Qataris, et ainsi de suite, et ne les signale pas à Tracfin. Tracfin, bande de nazes. On se demande à quoi ils servent, Tracfin, mais on va expliquer pourquoi ils servent. Alors que vous, chers spectateurs, pour 2000 €, vous y avez droit à Tracfin. Vous n'avez jamais été menacé par votre banque parce que vous voulez acheter une voiture en liquide, parce qu'on vous fait un prix si c'est en liquide, ou vous payez ce que vous voulez. Ah ben non, on va vous dénoncer à Tracfin dès que vous faites un scandale maintenant. Vous savez ça. Si vous commencez à hurler dans votre banque, on appelle Tracfin. C'est le police secours de la banque. C'est très amusant. Les banquiers sont des bips, des putes. On va pas censurer pour si peu. Mais ça, vous le saviez. Alors lire ici le Financial Times, c'est ici, je crois que c'est dans le Business Insider. Vous avez des captures écran derrière nous. Donc les banques, et la Barclays Bank en particulier, volent les personnes âgées. Votre commentaire là-dessus, Pierre? Il n'y a pas que la Commission européenne qui vole les gens, les banques directement dans votre poche. Littéralement, pendant. Allez-y, continuez. C'est comme dans le film des inconnus, tu sais. J'avais dit pas le pantalon. J'avais dit pas le pantalon. Il y a la main qui se glisse dedans et qui sent le chèque. Alors, non, mais surtout, le grand problème, c'est que bon, c'est quand même pas. C'est quand même pas rarissime de voir des voleurs en bande organisée. Non mais c'est du vol en bande organisée. Non mais la Barclays Bank là, on a la preuve. En plus, on a le rapport du directeur risque de la banque lui-même, tu crois pas? Ce qui veut dire au passage que les exécutants, parce qu'ils ne sont pas totalement imbéciles, parce qu'ils savent qu'ils ont une part de responsabilité pénale, la responsabilité pénale des exécutants existe toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça passera à l'as. Malheureusement pour eux, c'est pas le cas, et surtout parce qu'il y a des gens qui se font peut-être une autre idée de leur métier. Mais surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme le secteur bancaire, le principal lobbying auprès des institutions qui nous dominent, et particulièrement les institutions européennes, il est tout à fait normal que des systèmes qui ont pour but de dévitaliser les États membres, et donc de dévitaliser un État comme la France a elle-même un lobbying à l'Assemblée nationale extrêmement puissant de l'ASG, parce que nous, on a des banques beaucoup trop grosses pour la taille de notre pays. Ça, c'est certain. On a parmi les plus puissantes banques au monde, alors que... Enfin, on avait. Non, mais on avait. Le problème, c'est que si elles tombent, elles vont bien nous demander l'addition. C'est nous qui allons encore raquer. Non, mais c'est notre argent qu'elles ont volé. Oui, bien sûr. Je rappelle quand même. Tout à fait. Et c'est pas fini. Et en plus, elle nous demande de payer. C'est comme le bourreau qui demande à sa victime, avant de le pendre, de payer la corde et toute l'installation technique pour le pendre, ainsi que les caméras de télévision pour retransmettre la chose. Si vous voulez, le système est au grattage et au tirage. Par le lobbying, ils ont tous les moyens nécessaires de Bruxelles. Et par la taille qu'ils ont pris, par l'argent qu'ils ont volé, ils ont l'impunité pénale. Donc à partir de ce moment-là, c'est open bar. Absolument, c'est open bar. C'est clairement. Alors, justement, 8 ans après l'explosion de Wall Street du 29 septembre 2008, alors là, une information vraiment très très intéressante, c'est notre lectrice Madame Landry qui l'a vue. C'est absolument effrayant. Écoutez bien, alors il y a 2 articles coup sur coup, un qui concerne les États-Unis et l'autre la France. L'article dit 7% de la population, soit 21 millions d'Américains, vivent en pauvreté absolue. Alors, pauvreté absolue, c'est quasiment... Enfin, c'est SDF. C'est niveau restaurant du cœur, on va dire ça comme ça. Avec un revenu inférieur à 50% à ce qu'on considère comme le seuil de pauvreté. Et, ajoute l'article, 33% de la population américaine, soit 105 millions de gens cette fois,
vivent dans la pauvreté ou toute proche. Donc déjà, on voit que dans le niveau de pauvreté, il y a déjà il y a les Formule 1, les voitures de rallye, etc. Il y a vraiment les ultra pauvres, les moyens pauvres et les pauvres. Je vois pas trop bien où est la différence, hein, mais bon, c'est à partir du moment où ils peuvent plus s'acheter à manger. Enfin bon. Et donc alors, ça vient, ces chiffres ont été obtenus du United States Census Bureau, hein, Income, Poverty and Health Insurance Coverage in United States 2014. C'est le chiffre 2014. Alors, je dis autant pour les journalistes économiques de BFMVC, de M. Drahi, dont la propagande vous explique que tout va bien aux États-Unis. Hein, les gens, vous avez vu ça? Tout le monde voit ça. Pareil pour l'autre chaîne, les mecs, tout va bien les chiffres de l'emploi aux États-Unis reprennent. Ça fait 5 ans qu'ils nous prennent pour des cons, mais tout va bien. 126 millions d'habitants dans la pauvreté totale absolue et moyennement pauvre, ou presque, sur 320 millions, soit une famille sur 3. Une famille d'Américains sur 3 vit dans la pauvreté, quel que soit le qualificatif qu'on met, l'adjectif qu'on met derrière. Bienvenue dans la jungle. Ça me rappelle une chanson de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Les musiciens sont des prophètes parce que ça a été écrit dans les années 90. C'est tout à fait extraordinaire. Donc vous avez le lien. Et alors, juste avant de vous redonner la parole là-dessus, en France, parce qu'on a eu les chiffres du chômage en même temps, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a confirmé sur France 2, lors de son passage récent, là, il a dit, en France, il y a 9 millions de pauvres et de chômeurs, donc puisqu'on a déjà 2 millions de bénéficiaires du RSA, sorte de salaire minimum, mais si on y ajoute les personnes âgées et handicapées, et là c'est les stats de 2014, on n'est même pas 2016, on arrive alors à déjà 4 millions pour l'année 2014 contre 3,3 millions en 2000. Soit une hausse de 24% de la pauvreté. C'est quand même incroyable. En comptabilisant les ayants droit, conjoints, enfants, plus de 6 millions d'individus vivent d'une allocation relevant de ce dispositif. Sans ce système de protection sociale, des centaines de milliers, de millions, vivraient avec peu de ressources dans des conditions absolument misérables. Donc ça c'était sur inégalité.fr, merci à Madame Landry. Mais le Trésor public, cela dit, peut souffler, puisque grâce au chômage, 14 000 personnes se donnent la mort chaque année. Donc ce sont autant d'indemnités qu'ils ne donneront pas, évidemment. Hein, voilà. Que le gouvernement... Elle est pas belle la vie en temps de crise, hein, voilà. Hein, non mais c'est extraordinaire. Georges est logé dans un minuscule studio prêté par la mairie. Il a 31 ans, quelques diplômes, le bac, un doc de lettres, mais il ne gagne rien. Ni travail, ni famille, 6 000 € à rembourser pour un prêt étudiant, l'enchaînement des galères. Aujourd'hui, il attend de pouvoir toucher le RMI. En France, selon l'INSEE, la pauvreté touche principalement les jeunes 20-25 ans, célibataires et isolés. Je fais en sorte pour avoir le minimum d'hygiène, pour assurer la propreté et la dignité. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça nécessite un budget, encore une fois. Ça veut dire quoi, budget? C'est-à-dire que pour rester propre, avoir du linge propre, il faut compter 8 € par semaine. Hein? Et ça, vous n'avez pas les moyens? Pour l'instant, non. Debout tous les jours, très tôt, Georges multiplie les démarches, jamais découragé, malgré la fatigue, malgré la déprime qui s'installe et qui le ronge petit à petit. Je trouve ça absolument effrayant. Et je pense que si on met tout ensemble, les chômeurs, le RSA, les handicapés, tout ce qu'on veut, maintenant on doit être à peu près à 10 millions sur 63 personnes. C'est ce qui est considérable. Et on ne le voit pas, ça. On ne le voit pas. Enfin, du moins, les médias nous le cachent bien. Votre commentaire sur ces... Alors, la pauvreté américaine et la pauvreté des Français. Pauvreté américaine d'abord, et puis continuons dans certains indicateurs. Plus de la moitié des Américains n'estiment pas ou n'estiment plus faire partie de la classe moyenne. Oui. Plus de la moitié des ménages américains n'ont pas, en tout cas d'après leur propre déclaration, plus entre 1 000 $ et plus de cash devant eux. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de la population américaine qui a déjà décroché et une autre qui est avec les derniers orteils sur le fil et qui va tomber elle aussi. Après, le journaliste français bien con se dit mais pourquoi tous ces gens-là veulent voter pour Trump? C'est un sale type, Trump. Ben justement, ils veulent voter pour Trump à cause de ça. Parce qu'ils sont en train de décrocher. Donc là, on est à 150 millions de personnes, vu que là, on est à la moitié de la population américaine. C'est colossal. Or, c'est extraordinaire. Je rappelle également qu'aux États-Unis, ça peut très vite monter en gamme, parce que vous avez entre 100 et 150 millions de pauvres et associés. Vous avez près de 20%
d'illettrés au 2 degrés, et vous avez 300 millions d'armes à feu. Que chacun mette... Mais paradoxalement, il s'en sert pas trop. Il s'en sert... Alors attention, il s'en sert pas trop. 60% de à peu près des meurtres aux États-Unis par balle sont en fait des suicides par balle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les Américains sont en train, pour une partie, de s'effondrer. Mais je vous l'ai toujours dit, il y a des parts de population qui s'effondrent, et puis il y en a d'autres qui, à un moment ou à un autre, vont dire « perdu pour perdu, tu viens avec moi ». Aux États-Unis, comme ailleurs, et la seule chose, c'est que l'accès aux armes fait quand même une grande différence avec la situation française. Premier point. Pour la France, on va être très clair, il y a des parts entières, parce qu'il y a la pauvreté qui nous est cachée. Elle nous est cachée de 2 manières. Elle nous est cachée parce que la pauvreté en France, elle est territoriale. C'est-à-dire que c'est la pauvreté des périurbains. Les médias, eux, vont nous parler des banlieues, c'est-à-dire de, de ceux qui ont le déversoir de fonds publics. Et eux, et on va les estampiller comme pauvres, et donc, pour le journaliste français, un pauvre en France, c'est un banlieusard. Or, comme Christophe Guilly, qui a révolutionné les recherches là-dessus, l'a démontré de manière sans appel, la pauvreté en France, elle est rurale et périurbaine. C'est ça. Et ces gens-là, ils peuvent crever bouche ouverte. Donc, on le voit avec les agriculteurs. On le voit avec les agriculteurs. En plus, ces gens-là ont tendance, si vous voulez, à pas vendre du shit au bas de la tour et à pas tout cramer quand ils n'ont pas la dernière RPS 3. Bon, quand ils n'ont pas la dernière PS, parce que maintenant on doit être... Moi, je suis un vieux. Si vous voulez, c'est crève en silence. Déjà, cette réalité-là, qui est la seule vraie réalité de la pauvreté, et le seul indicateur de cette pauvreté, la seule fois où ces gens se manifestent dans le débat public, c'est par le vote populiste. C'est par le vote Mélenchon-Front Natte, grosso modo. Mais surtout par le vote Le Pen. Ça, c'est un marqueur très fort du vote national. Premier point. Deuxième point, les journalistes nous le cachent aussi d'une autre manière, en disant, vous savez, il y a quand même les soupapes de sécurité et que l'État donne et dont les pauvres abusent. Parce que n'entendons pas sur la fraude sociale, qui est une réalité. Il y a des gens qui fraudent les aides sociales. Le problème, c'est que c'est 6 à 7 fois moins que la fraude fiscale. Sans parler des fraudes bancaires, comme on l'a vu. Et sans parler... Mais là, il n'y a personne. Hein, non, mais là, pour le coup, il y a zéro. Là, pour le coup, il y a zéro. C'est la Barclays Bank qui fraude allègrement, la Société Générale, le Crédit Agricole, etc. Ça dérange personne. C'est là où tout va décrocher. C'est que la base de la politique, c'est la reconnaissance. Or, à force de dire que on parle quand même de 15 à 20 millions de Français qui sont dans la diagonale du vide, dans les zones périurbaines et rurales, etc. À force de dire que ces gens-là n'existent pas, que leur vie n'existe pas, que tout ça, c'est des racontards du Front National, à force, là, va se poser la question du basculement dans la violence de ceux qui refuseront de crever bouche ouverte en ayant la gentillesse pour les quartiers bourgeois de fermer leur gueule. Parce que tout le monde ne ferme pas. On voit plutôt, enfin je sais pas, mais de ce que j'ai vu dans des différentes informations, j'ai quand même vu que ces gens-là se suicident majoritairement. On le voit d'ailleurs chez les agriculteurs. Bien sûr. Qui vivent dans la pauvreté, la misère. J'ai vu un reportage l'autre jour, le couple travaille genre chacun à deux, ils travaillent genre 60-70 heures par semaine, tout ça pour rien gagner. Tout à fait. Gagner la moitié du SMIC. Parce que les prix, parce que la Bruxelles a décidé que le prix de ceci ou cela serait plus, enfin bon, peu importe les raisons, mais ils vivent dans la misère la plus totale, ils ne sont pas considérés comme des chômeurs, puisqu'ils travaillent. Oui, bien sûr. Extraordinaire, non? Extraordinaire. La seule chose, c'est que de l'autre côté, vous avez la grogne ouvrière et paysanne qui, quand elle se manifeste, ne fait pas semblant de se manifester. Rappelez-vous, on a eu 2-3 épisodes encore récents et qui montrent... François Hollande a été... Voilà, c'est ça. Vous m'avez dit qu'il s'était pris de la bouse de vache. Ça, les écrans, les télés ne l'ont pas montré, ça. Qu'il avait balancé encore heureux. Mais si, mais quel dommage. Franchement, j'aurais adoré voir ces images-là, moi. À titre personnel, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas laisser Hollande abaisser sa fonction à sa personne. Parce que, autant l'homme est méprisable, et les siens le sont, autant l'un des buts qui nous sera servi après Hollande, vous aurez, là ça va commencer là, dans des présidentielles, vous aurez bien un ou deux pecnos qui va venir vous dire, un bon prof de droit constitutionnel, je vois ça, qui va venir vous dire et qui fera toutes les télés, l'élection du président, suffrage universel, voyons... Vous êtes un pays d'attardés. Il va falloir retourner... Mais on en a parlé tous les deux. On a vu les think tanks américains. C'était il y a 2 ans. Ils demandaient la suppression de la présidence de la République. Évidemment. C'est l'Institut Peterson. Mes souvenirs sont bons. L'Institut Peterson. Absolument. Or, l'avantage, c'est que
tout le monde sait que en France, si vous voulez déverrouiller, vous devez avoir l'élection présidentielle. Par contre, une fois qu'ils seront arrivés à la sucrée en disant « Vous voulez d'un deuxième mec comme Hollande ?» Parce que des mecs comme lui, on peut en trouver en shootant dans des poubelles. Et là, pour le coup, les Français seront piégés. Parce que le général de Gaulle nous a légué ça pour pouvoir débloquer le pays en cas de problème. C'est avant tout ça, l'élection du suffrage universel. La France qui a toujours pour les grands ouvrages technologiques une admiration, aujourd'hui, et c'est rare, s'incline devant la Suisse. D'autant que dans ce tunnel, vous faites rouler les trains à plus de 200 km/h, ce qui en ce moment en France est aussi une performance. Alors, mon cher Pierre-Yves, et chers spectateurs, là j'ai une information, mais alors absolument extraordinaire. Mais c'est même difficilement concevable. Alors écoutez bien, ça concerne la Deutsche Bank. Hein, c'est la plus grosse banque, on va dire, européenne. Hein, avec une exposition dans les crédits défaut swap de Madame Blackmasters de l'équivalent de, je crois que c'est 70 fois le PIB de l'Allemagne. Hein. Donc ça veut dire qu'une variation de même 0,1%, déjà c'est tout le capital de la banque qui dégage. Et en ce moment avec les taux zéro, hein, ou les taux négatifs, la Deutsche Bank est très mal, comme toutes les banques, mais la Deutsche Bank encore plus que les autres, à cause de ses expositions au crédit défaut swap de Blight. Alors écoutez bien ça. Voici 10 jours, j'avais tweeté hein, sur mon compte, abonnez-vous justement à mon compte Twitter, hein, c'est @PierreJovanovic. J'avais tweeté l'information comme quoi la Deutsche Bank vous paierait 5% sur toute épargne ou hedge fund qui aurait la bonne idée d'y déposer leurs fonds. Hein. Donc si vous avez 100 000 euros, on va dire ça comme ça, vous avez 100 000 euros, vous les mettez à la Deutsche Bank, elle vous rémunère 5%. Je ne sais pas si vous réalisez. Eh bien figurez-vous que par manque de candidats, la Deutsche Bank a augmenté son offre. Elle propose désormais 10%. Et ça, c'est typique d'une banque, non seulement totalement en faillite, bien sûr, mais totalement désespérée. Du 10%, c'est du jamais vu. C'est quasiment du jamais vu. Alors, je ne sais plus quelles sont les conditions. Je crois que vous devez laisser vos fonds pendant 6 mois ou 1 an, je ne sais plus. Enfin bref, ils cherchent du cash, ils cherchent du liquide à tout prix. Les analystes de Phoenix Capital ont fait une bonne piqûre de rappel. Le crash de 2008 a été causé par le marché non régulé des dérivés. Et si vous pensez que le problème a été réglé depuis, vous vous trompez. Voyez justement la Deutsche Bank. Écoutez bien. Elle est assise sur le plus grand stock de produits dérivés du monde, hein, les CDS et compagnie. La Deutsche Bank a pour 75 trilliards de dollars, je dis bien 75 trilliards, de dérivés dans son bilan, soit 20 fois, alors je me suis trompé, c'est 20 fois le PIB de l'Allemagne. À ce niveau d'exposition, si juste 0,01% de ces dérivés dérapent, tout le capital de la banque est nettoyé. Les banques américaines ne sont pas en reste. Elles ont 200 milliards de ces dérivés dans leur livre de compte et 77% de ces dérivés sont justement basés sur les taux d'intérêt, c'est ce que je expliquais précédemment. Ce qui donne environ 156 trilliards de dollars de dérivés basés sur le taux d'intérêt et inscrits dans les comptes des grandes banques. Donc, si juste 0,1% de cet argent est perdu, il nettoie 10% du capital de ces banques. Si 1% de ces dérivés dérapent, ça nettoie tout le capital des banques américaines. Donc la Fed, et c'est là où je voulais en venir, la Fed ne pourra pas monter le taux, hein, le fameux taux, hein, voilà, sans faire exploser les banques au passage. Le marché des dérivés reste toujours une bombe à retardement de 600 milliards de dollars. Voilà, retour à la case départ Blackmasters et de ses crédits défaut swap en 2008. Sauf que depuis, cela a pris encore plus d'ampleur. C'est du temps de gagner, mais pour combien de temps avant la nouvelle explosion? On en a parlé ensemble en 2008, je m'en souviens. Déjà à l'époque, c'était colossal. Alors, votre analyse là-dessus aujourd'hui, ça a pris encore plus d'ampleur. Ils ont multiplié par 100. Alors là, non mais attendez. Pour que la musique continue à jouer sur le Titanic. Mais pour que nos internautes comprennent, les CDS ont été le détonateur. Si vous voulez, on a lancé une grenade dans une sorte de décharge à explosifs. Et donc, tout a sauté. La décharge à explosifs, c'est toute la question de l'étalon dollar. Et dans ce système-là, on ne peut éteindre une crise qu'en en remontant une autre au cric. Pour éteindre la crise de 2007-2008, on a refait partir l'économie de bulle, alors avec les prêts estudiantins américains,
avec les voitures, etc. La consommation. On estime par exemple que 20% des étudiants américains sont ruinés avant que leurs études soient terminées. Or, non, mais ils sont déjà endettés sur quasiment 30 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fini leurs 7 ans. Déjà, à la 3e année de médecine, et le mec, ils sont endettés sur 50 ans. Quoi. Au secours. En France, c'est pareil. Hein. Oui, ça vient vite fait. Or, parce que les Américains ont réussi quelque chose quand même d'assez extraordinaire, c'est qu'ils ont éteint toute tentative de réforme sérieuse du système monétaire international après la crise de 2008, qui nous aurait permis de régler la question du marché des dérivés. Donc, ils ont déployé des masses d'argent, de lobbying, de corruption, de ce que vous voulez. Avec évidemment l'autre bad bank mondiale qui est la BCE. Ensemble, tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que tout devait changer pour que rien ne change. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait raquer les États. Or, c'est là la seule différence avec 2008. C'est qu'aujourd'hui, le contribuable, par le biais étatique, il a déjà été rincé. Donc il va falloir le rincer directement, d'où les saisies sur compte. Le problème, c'est qu'une fois que ça aura été fait, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a rincé les gens, on peut les rincer qu'une fois. Hein. C'est le problème. Ils vont faire ça comment? Et c'est là où le système arrive à sa propre limite, c'est on a fait payer par la dette publique. On va rincer les gens. Et après? Bon, après, je pense que les Américains ont déjà un coup d'avance avec ce qu'ils appellent l'option reset. C'est-à-dire, après, on va tout annuler. Et les mêmes gens échapperont à la justice et à la colère. Tout à fait. Sauf que, écoutez bien la suite. Parce que là, c'est une information qui enchaîne. Alors, le fonds de pension des fonctionnaires de Boston, des fonds de pension, j'en ai plein. Hein. Les retraités, je vous le dis, les retraités sont rincés. Par exemple, le fonds des camionneurs américains, ça touche quand même 450 000 personnes, viennent d'apprendre qu'ils ne toucheront que 40% de leur retraite par mois. 40%, je ne sais pas si vous réalisez. Si vous, par exemple, je sais pas, vos grands-parents touchent 1000 € de retraite, du jour au lendemain, ils ne toucheront que 400 €. Voilà. Parce que le même fonds de retraite a tout perdu lors de l'explosion de Wall Street en 2008. C'est l'explication du fonds en question. Alors là, en l'occurrence, les banques manipulent le cours de l'or, de l'argent, des matières premières, du forex, du Libor, de l'Euribor, des CDS, même du prix des putes, hein, je crois, finalement, il n'y a que ça qui ne manipule pas. Et encore, je crois que les traders de Wall Street ne sous-estimez pas les bonus de fin d'année. On est d'accord. Des actions, des sociétés, etc. Voici la dernière arnaque, écoutez bien, la manipulation du prix des obligations SSE. Alors c'est un truc hyper vertical, blabla, mais ça pèse quand même 9 milliards $. C'est pas rien. Alors, la plainte de ce fonds de pension accuse le Crédit Agricole. Bonjour le Crédit Agricole, une fois de plus. La Bank of America, la Deutsche Bank, comme par hasard la Deutsche Bank, et la Nomura, et surtout 4 traders, d'avoir bidonné le prix de ces obligations des grandes institutions, comme la Banque mondiale par exemple, achetées par les fonds. C'est-à-dire, alors je vous résume, c'est-à-dire le Crédit Agricole bidonne le prix de la dette émise par la Banque mondiale. C'est les banques qui bidonnent le truc des banques et qui le refilent aux pensionnaires, aux fonds de retraite qui sont censés payer nos retraités, quoi. C'est du délire total, c'est vraiment... Je vous lis quand même en anglais. Ils ont dit que les traders, en fait, se sont accaparés des millions de dollars en profit aux dépens de la caisse de retraite et des autres membres qui se sont joints à cette plainte. Alors, vous voyez, ça continue encore aujourd'hui. Les députés n'ont pas daigné voter de loi pour encadrer l'activité criminelle des banques. En revanche, pour nous pourrir la vie, ils sont très forts. Au final, ce sont toujours les retraités qui sont volés par les banquiers. L'argent que vous mettez de côté est totalement volé et le Crédit Agricole fait partie de la banque d'arnaqueurs, hein, c'est le cas de le dire. Lire ici Reuters, c'est ici Bloomberg, hein, voilà, c'est pas une information. Alors c'est sûr que vous verrez pas ça sur BFM, hein. C'est sur France 2, hein, voilà. Il faut aller chercher les informations, hein, c'est pour ça que la revue de presse a autant de succès. Votre liste là sur les banquiers voleurs qui continuent à voler, en plus. Parce que mais je rappelle, les députés ils ont voté une loi pour que les mannequins ne soient pas trop maigres. Hein, c'est quand même génial, ces mecs-là, ils ont du temps à perdre pour s'occuper de pétasses, hein, qui se prennent pour des cintres, alors que là, mais non, mais attends, là, les banques sont en train de voler des millions de retraités, ils ne font rien, mais c'est dingue!
Mais on se croirait, mais on a l'impression de vivre dans un truc parallèle, quoi, où les banquiers font tout ce qu'ils veulent, etc. Et pendant ce temps-là, les députés, il y a pute dans députés, hein, là, c'est clair, hein, donc ils s'occupent de pétasses, là, voilà. Non, mais nos comprennent d'eau. Là, franchement, je comprends pas. Non, mais votre commentaire, si vous en avez un. Non, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette situation peut avoir que, c'est l'avantage de ce récit, c'est qu'il n'y aura que deux fins possibles. Puis il y en a une où l'esclavage par la dette, Athènes pour tous, aura liquidé la plupart des pays d'Occident qui seront déclassés. De toute façon, 85% de la population mondiale vit pas en Occident. Et ensuite, toute la sphère monétaire et financière mondiale se délocalisera ailleurs, où elle aura d'autres problèmes, le mur de la dette chinoise, tout ça. Bon. C'est-à-dire la destruction sociale complète de l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest, plus d'Amérique du Nord. Soit, il faudra faire ce qui a toujours été fait. Il y avait un très bon petit ouvrage aux éditions Fakir sur comment on se débarrasse d'une dette. Soit on utilise... on s'allonge sur le planche avec l'eau. Aux éditions Fakir, vous pouvez pas l'inventer. Pardon, c'est éditions Fakir, ouais. Voilà, c'est très bon, là, vous le faites même pas exprès, c'est ça qui est marrant. Donc, vous disiez, comment on se débarrasse de la dette avec un Fakir. Non, mais t'as un très bon petit bouquin qui nous racontait comment, historiquement, les Français ont toujours été très créatifs pour ça. C'est-à-dire, soit on fait un audit de la dette, soit on se débarrasse physiquement de l'endetteur, ça on l'a beaucoup fait. Soit on les noie dans l'inflation. Il y a aussi une autre manière que c'est la seule chose réelle que Roosevelt ait fait, mais au moins il l'a fait. C'était d'abord une commission d'enquête dans laquelle il y a eu quand même beaucoup de gens brisés, à raison d'ailleurs, qui était la commission Pecora, oui. Et ensuite une séparation bancaire qui a tenu qu'à un cas de Roosevelt à Bill Clinton. Or, nous ne ferons pas l'économie d'une purge. Sinon, c'est le premier scénario, c'est-à-dire chacun va tendre les mains à ses chaînes, point barre. Bon, donc c'est aujourd'hui une part du monde financier entend éviter la purge pour les moins optimistes, mais souvent les plus intelligents, la retarder. Mais soit elle viendra, soit c'est nous qui serons purgés. C'est l'avantage de ce récit, c'est qu'il y a deux voies devant nous. Toutes les grandes banques ont voulu gagner du temps de 2007 à nos jours, elles l'ont plutôt réussi, il faut le reconnaître, mais elles sont camées à l'argent sale, quoi qu'elles en pensent. Ouais. Or, comme toute cam, elles risquent l'overdose parce qu'elles n'y survivront pas toutes. Je ne dis pas que nous, on y survivra. Ah de toute façon, attends, les caisses de retraite, déjà, elles sont vraiment... Tiens, je vous redonne parce que je cherchais tout à l'heure. Donc, je parlais de la caisse des retraites des camionneurs américains. Donc, ça s'appelle le Central States Pension Fund. Voilà, il devra baisser des retraites versées aux gens de 60%. Et ça, dans un premier temps. Parce que dans le deuxième temps, il restera... Ils vont baisser... Ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Bruxelles, hein, c'est dans un premier temps, c'est 100 000. Puis après, bon, c'est à la volonté du chef, quoi. Après, on va vous laisser 10 000 euros, puis on prend le reste. Voilà. Non, mais c'est dingue. Prends l'oseille et tire-toi. Alors, voilà. Donc, vous voyez que la planche à billets... Non, mais c'est ça qui est extraordinaire là-dedans. C'est que là, c'est vraiment un fonds de pension qui a demandé le secours de la Fed. Hein, il a dit, imprimez-nous de la monnaie de singe, techniquement. Hein, même si c'était pas écrit pour le moment. Mais, alors, et la Fed a refusé. Évidemment. Celle qui imprime de la planche à billets. Alors, notez que la planche à billets, du coup, de la Lucifed ne descend pas jusqu'aux retraités, pas du tout. Elle ne va que dans les caisses des grandes banques en faillite. Et elles font leurs chiffres sans même travailler. Elle est pas belle la vie avec la planche à billets de Monsieur John Law? C'est magnifique, non? C'est superbe. Ainsi, environ 1 demi-million de retraités devront manger de la nourriture pour chat ou pour chien pour continuer à vivre alors qu'ils ont pleinement cotisé. C'est ça qui est dingue.
C'est du vol. Oui. Les banques ont volé les retraites des gens et il n'y a pas un député qui gueule devant l'Assemblée nationale. Moi, je trouve ça quand même assez scandaleux. Mais bon, depuis 8 ans maintenant, je suis habitué à la pourriture des politiques. Mais là, seuls les banquiers ont le droit de recevoir de l'argent gratuit. Voilà, c'est révoltant. Alors, je donne l'information, c'était du 23 au 27 mai. Alors, pour ceux qui ne croient pas. mais justement, il y a un point à voir. C'est qu'aujourd'hui, au sein particulièrement de la BCE, il y a la volonté d'aller plus loin que la Fed avec ce qu'ils appellent l'hélicoptère-monnaie. C'est-à-dire le fait de balancer de l'argent aux gens pour acheter un peu de calme. Parce que pour acheter un peu de calme et pour éteindre un peu la révolte. Oui. J'invite les gens, je sais que dans la pauvreté crasse qui est en train d'emplir nos rues, que si quelqu'un vient vous dire qu'on va vous donner 2000 ou 3000 euros gratuitement, là d'un seul coup, c'est un bol d'air, etc., et que vous allez être tenté de l'écouter, je vous conseille de vous méfier. Parce que le but, c'est le temps que l'eurocratie trouve un moyen de vous faire taire définitivement, parce que l'eurocratie n'arrive pas à accoucher de l'État autoritaire qu'elle aimerait créer. Elle n'arrive pas à en accoucher pour des raisons de lourdeur, de lâcheté personnelle, c'est des mauviettes. Pour faire un État despotique, il faut tenir une schlag. Bon, tout le monde, Juncker peut pas. Lui, il est luxembourgeois, il fait les poches des gens. C'est un petit voleur, c'est un petit escroc. C'est pas un violent, il a même pas cette dignité-là. L'eurocratie se demande si elle ne devrait pas utiliser l'hélicoptère-monnaie, ce que la Fed n'a même pas osé faire. C'est-à-dire donner un peu aux gens pour qu'ils respirent le temps qu'on liquide le cash et le temps qu'on trouve enfin le moyen de les faire rentrer dans le rang un coup de pompe. Je sais que c'est difficile à entendre, parce que les gens sont dans une telle détresse que quiconque leur dira « je te donne de l'argent gratuitement » sera écouté. Je leur demande de faire attention aux joueurs de flûte d'Hamelin. Oui. Vous vous rappelez ? Très bien. Je leur demande de faire très attention, parce que, je ne dis pas que la BCE va le faire, je dis qu'elle l'étudie, et à l'heure actuelle. Parce que l'eurocratie craque de partout, tout le monde le voit, et qu'il faut centraliser le pouvoir un bon coup, et que pour ça, il faut que les gueux ferment pendant quelques temps. Or, le sujet qui est sur la table, c'est l'hélicoptère-monnaie, c'est-à-dire de plus faire que de la facilité financière que pour les banques, mais aussi pour les gueux, c'est-à-dire, allez, prends tes 2000 balles et ferme-la. Voilà, alors à propos de gueux et de joueurs de flûte de Hamelin, alors là, il y a un directeur de la banque qui joue du pipeau, c'est le cas de dire. Puisque le directeur de la banque avait détourné 500 000 euros de ses clients. Voilà. Alors, dans la série des banquiers et d'agences qui détournent l'argent des clients, donc on est au moins au 20e cas, en France, c'est pas, on est en France, voilà. La Dépêche nous parle de ce banquier de Saverdin, du Crédit Agricole, condamné à 3 ans de prison par le tribunal de Foix, dont un avec sursis, et mise à l'épreuve, obligation de soins, de travailler, d'indemniser les victimes. On se demande même s'il n'a pas d'obligation de faire un massage en plus. N'importe quoi. Pour avoir détourné 500 000 euros, moi je trouve que c'est pas cher payé. Et donc il n'y a pas que les banques qui sont en faillite, il y a aussi les banquiers. Voilà, donc là vous pouvez le lire. Voilà, donc là on est au moins en France, rien que pour l'année dernière, je crois qu'on est à peu près 10 banquiers, 10 chefs d'agence qui détournaient l'argent des clients. En général, c'est souvent des personnes âgées. C'est très souvent. Alors de son côté, Lettresse Myriam a vu que Alex Lagovitz, alors là, pour le coup, un banquier américain de Merrill Lynch a sauté par la fenêtre de son immeuble après avoir mangé des champignons magiques. Notre lectrice nous dit, donc, quand ce n'est pas de la cocaïne, des amphétamines ou autre, ce sont des champignons hallucinogènes. Ça doit être sympa l'ambiance dans les bureaux de la Merrill Lynch. Le banquier mourut. Bon, il s'est pris pour Mike Brandt. Voilà, et c'était dans le New York Post. C'est dommage, on devrait... moi, je pensais que les banquiers étaient déjà sous champignons hallucinogènes. Vu qu'ils sont tous en faillite. I believe I can fly. I believe I can fly, ouais, c'est ça. Alors, à propos de I believe I can fly, voilà, les Italiens je pouvais voler moi aussi. Alors, c'est le cas de la Unicredit. Unicredit cherche des pigeons, si. Ils volent des pigeons, c'est normal. Pour acheter ces 750 millions de dettes toxiques. Il faut des pigeons, c'est clair. Il faut même des aigles, il faut des vautours, surtout. En vautour, on est... En vautour, on est équipé, ça va. On a ce qu'il faut en vautour. Alors, regardez bien le vocabulaire utilisé pour désigner le toxique nucléaire. Alors, pour vous... Non-performing loans. Des prêts qui ne sont pas performants.
C'est comme ça qu'ils désignent. J'aime beaucoup le vocabulaire très politiquement correct bancaire. Alors, dans le tas, vous avez des prêts aux PME, TPE. Alors, il faut savoir que Unicredit est la banque la moins bien capitalisée en Europe. Alors, en traduction normale, en français normal, ça veut dire c'est la banque la plus en faillite, hein, tout simplement. Hein, voilà. Alors, point intéressant, c'est Anacap, à nouveau, Anacap Financial Partners, qui a déjà racheté pour une bouchée de pain ses prêts les plus dangereux. Et qui est derrière Anacap, Anacapture, hein, qui a déjà acheté pour 2 milliards de prêts italiens. Je vous le donne dans le mille. Goldman Sachs, comme d'habitude. La pieuvre, elle est partout. Hein, et surtout, pour brouiller les pistes, elle met des masques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sociétés écrans. Voilà. Donc, bonjour Goldman Sachs, etc. Alors, il ne faut pas oublier que la plupart des techniques qui sont utilisées par la mafia ne sont que des techniques légales qui ont avant tout été des techniques financières pour la plupart. Absolument. Tiens, alors vous me tendez la perche, là, c'est le cas de le dire. Alors, la banque privée suisse BSI a une enquête criminelle sur ses agissements. Agissements, hein, entre guillemets, agissements. Hein, là aussi, c'est du politiquement correct. C'est la presse suisse, hein, c'est normal. Oui. Et oui, même les bonnes vieilles banques helvètes ont cédé à l'appel des sirènes, ou plutôt des vautours pour le coup, de l'argent facilement gagné, ou plutôt facilement lavé. Parce que la BSI, alors c'est une banque suisse depuis 1876. Alors attention, hein, c'est du petit doigt levé, le thé, le tapis rouge, les murs épais, les portes épaisses, etc. Avec les petites lumières rouges-vertes. Voilà. Alors, la BSI a fermé ses yeux sur des virements qui ont permis un méga scandale de 4 milliards de dollars de fonds de l'État malaisien qui ont été détournés. Hein. Bon, il ne faut pas voir le mal partout. Surtout en Malaisie. J'ai pas fait exprès, mais c'est sorti tout seul, pardonnez-moi. C'est vrai. Des mots qu'un Suisse normalement constitué ne peut souffrir d'entendre. Hein, corruption. Alors, du coup, l'État de Singapour, l'autorité bancaire de Singapour, tellement écœurée par le truandage de la BSI suisse, elle a fermé, elle a retiré la licence bancaire de la banque suisse à Singapour et leur a dit de quitter le pays. Donc, forcément, en Malaisie, il y a toujours des malaises, y compris financiers, surtout en ce moment. La Goldman Sachs a eu droit à son lot de scandales voici 6 mois au même endroit. Alors, c'est la société de presse qui donne ça pour le détail. En fait, donc, si vous ne voyez pas de prêt, hein, donc si vous êtes presbyte ou des choses comme ça, vous pourrez travailler pour une banque privée suisse. Hein, c'est la condition sine qua non d'embauche. C'est de ne pas voir qui sont les bénéficiaires des virements, des machins, des trucs. Surtout dès que ça dépasse 1 million, quoi. Comme disait Sacha Guitry, l'argent n'a pas d'odeur, mais au-dessus d'1 million, ça commence à sentir quand même. Ah ouais, hein, ça sent le billet neuf, hein, ça sent les billets neufs. Voilà, ça sent le billet neuf. On va terminer là-dessus quand même par un suicide de banquier ou d'assureur, tiens. Ouais. Alors, la Mutuelle Générale de Santé, la Mutuelle Générale de Santé en grande difficulté. Hein, et ça, c'est le Parisien qui nous l'apprend. La MGS avait déjà augmenté ses tarifs de 25% en 2015. Voilà qu'en 2016, des nouvelles hausses vont être appliquées de 50 à 80% plus cher. C'est paf, hein. Merci Sarkozy pour avoir imposé l'assurance complémentaire. Bref, 60 000 assurés vont devoir payer à partir du 1er juin, donc depuis 3 jours en fait. L'assureur reconnaît traverser des difficultés. Waouh! C'est beau ça. Hein, on reconnaît quelques difficultés de trésorerie. C'est sous-entendu, on reconnaît qu'on est en faillite. Oui, c'est ça que ça veut dire. Lire le Parisien, hein, vous allez retrouver tout ça là-bas. Et enfin, dernier truc, alors, Martin Senn, l'ancien directeur général de Zurich Insurance, donc c'est la grosse compagnie suisse d'assurance, hein, pour être fois, il s'est suicidé vendredi dernier. Il est mouru. Il n'a pas supporté d'avoir été évincé de son poste qu'il a occupé de 2010 à 2015. Il faut peut-être rappeler que son directeur financier, M. Pierre Vautier, lui, s'était déjà suicidé il y a 3 ans. Il s'était pendu. Voilà. Voilà. On se pense souvent. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le syndrome Werner, c'est le suicide contagieux, mais ça roule dans un tel corps de métier. Chez Zurich Insurance, en tout cas, il devrait... c'est Lénine qui disait les capitalistes finiront par nous vendre la corde avec la grand-mère à les pendre.
Et ben là, on a l'impression qu'ils sont en train de se pendre tout seuls, ils n'ont même pas besoin de Lénine. En tout cas, ça pue. Sur Luc Assurance, ça sent vraiment très très mauvais. Et c'est le moins qu'on puisse dire, il y a des cadavres dans le placard. Hein, voilà. Pierre-Yves, mon cher Pierre-Yves, un commentaire avant... Alors, je rappelle à tous nos spectateurs, vous avez des centaines d'autres informations sur www.quotidien.com. On ne peut pas tout traiter, évidemment, on a déjà 1h30. Mon cher Pierre-Yves, un commentaire pour la conclusion de cette revue de presse. Il y a une chose que par rapport au dernier point sur tout le système assurantiel et particulièrement d'assurance maladie. Il faut comprendre, il y a quelqu'un qui le fait très bien, il y a plusieurs aujourd'hui médecins qui l'ouvrent, dont quelqu'un de très bien qui est le docteur Nicole de Lépine. En tant que Français, vous avez tous une faiblesse psychologique qui est que dès qu'on vous dit que vous n'êtes pas les bons élèves de la classe, vous le prenez pour vous et vous culpabilisez. Ensuite, à partir de ces culpabilités, on peut vous faire les poches. Je vous donne un exemple simple sur le cas de l'assurance maladie. Tous les classements internationaux, on dit des années 70 aux années 2000 comprises, que le système de santé français était certaines années, ou l'un des meilleurs au monde, et que depuis 15 ans, on est en train de vous le détruire. Ah oui, c'est clair. Pourquoi vous le détruit-on? Pourquoi? Parce que la dépense sociale en France, c'est un budget qui est équivalent, voire supérieur dans certaines branches, au budget de l'État. Donc imaginez qu'il y a bon de foutre les mains dans le pot à confiture. Or, le système créé par le Conseil national de la résistance était, comme pour les droits de douane, comme pour la recherche, comme pour l'université, un système fermé qui n'était pas fermé parce qu'on est des sales paysans cons, des sans-dents et des manants qui sont en t-shirt, mais parce que on a fermé ces systèmes pour éviter la crise des années 30, car dans la crise des années 30, ce sont avant tout des mains qui servent à tout, qui se sont mis dans tous les pots de confiture et qui ont foutu le monde en l'air. Les mêmes mains qui sont en train de nous foutre en l'air aujourd'hui. Or, objectivement, nous avons créé des systèmes fermés pour qu'ils soient réservés au peuple. Et aujourd'hui, on est en train de détruire votre système social. Et c'est les banques qui le prennent. Banque américaine, comme dans les années 30. Comme dans les années 30. Or, ne croyez plus, en tout cas certaines institutions, et ne croyez plus vos médias, quand on vous dit que vous êtes éternellement un peuple de ratés, éternellement un peuple en retard. La France a créé un système métrique mondial et que la France survivra pas. Attends, je rappelle, Napoléon a quand même envahi toute l'Europe. Napoléon a envahi toute l'Europe. Voilà, je pense pas que les Français soient si nuls que ça. On parle français sur les 5 continents. N'oubliez jamais que c'est la France qui a créé le système métrique mondial, qui a créé parmi la plus grande littérature. Et n'oubliez jamais une chose, quand quelqu'un veut vous faire douter de ce que vous êtes profondément, c'est qu'il y a un intérêt. Absolument. N'oubliez jamais ça parce que c'est ce qui se joue derrière la toile de fond de cet affrontement de pantomime de la loi El Khomri. Ce qui se joue, c'est de toucher à une partie du cœur financier de celui de la sécurité sociale, de celui des branches maladie, des branches assurantielles. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards derrière. Tout à fait. Et que ça, avant tout, c'est ça, la toile de fond de tout ce jeu d'ombre qui a lieu en ce moment. Pierre-Yves, excellente conclusion, merci à vous. Alors je rappelle à nos spectateurs que vous êtes l'auteur de l'enquête sur la loi du 3 janvier 73. Franchement, je vous recommande de lire parce que vous verrez comment Valéry Giscard d'Estaing a trahi le pays et comment, par une simple loi, il nous a mis en esclavage. Juste par une ligne, tellement absconce d'ailleurs, que personne n'y a rien compris, hein, vraiment. Et ce livre, votre livre, est pour moi l'un des l'un des plus importants pour comprendre cette crise économique qu'on vit en ce moment en France. Hein. C'est très 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 important. Voilà, chers spectateurs, je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup. Je vous donne rendez-vous. Alors prochaine signature, alors c'est Béziers et ensuite ça sera donc vous aurez les dates derrière moi. Ça sera au Salon du Livre de Nancy et il y aura également Le Mans.
Abonnez-vous, puisque maintenant je suis censuré sur Wikipédia. Vous savez, mes fiches ont été effacées. Wikipédia France, Wikipédia en anglais, en espagnol, italien, enfin bref, tout a été effacé. Je n'existe plus. Voilà, c'est le but. Ils veulent m'effacer. C'est comme un avertissement, on va dire. C'est comme ça. Voilà, d'abord on vous efface par écrit, ensuite on vous efface physiquement. Voilà, ma page Facebook perso. La veille des élections, je précise, a sauté. Bref, donc tout va bien. Cette revue de presse donc a le mérite d'exister. Elle existe grâce à vous, parce que vous êtes avant tout des lecteurs. Alors abonnez-vous donc à mon Twitter, à celui de Pierre-Yves, et je vous donne rendez-vous pour la rentrée, ou peut-être éventuellement pour une nouvelle revue de presse à la fin du mois de juin. Donc on vous remercie infiniment. Et rendez-vous tous les lundis sur la revue de presse sur www.quotidien.com. On vous embrasse bien fort.